On va démarrer ce premier TD sur les champs magnétiques et les forces de Laplace par quelques exercices sur les champs magnétiques. Alors il y a une très bonne explication effectuée par Louis que vous trouverez à cet endroit-là et qui permet de faire déjà une bonne partie de l'exercice 1, 2, 4 et 7. Je vais juste reprendre quand même le petit quiz pour bien voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui l'est moins dans ce système. Alors, on va utiliser un petit marqueur, donc une ligne de champ relie les points d'égal norme du champ magnétique. Ben non, ça c'est totalement faux. Une ligne de champ, c'est une ligne qui est tangente en tout point au champ magnétique et donc qui vous donne la direction à cet endroit-là au champ magnétique et pas du tout quelque chose qui correspond à une égalité en norme. Lorsqu'on double toutes les intensités des courants circulant dans les circuits, la direction du champ magnétique peut changer. Eh bien non, là non plus. Si vous doublez tout en même temps, l'ensemble des champs a été multiplié par 2 et donc la direction est conservée. Donc ce 3-là ne marche pas non plus. En revanche, si on prend lorsque les lignes de champ se resserrent, la norme du champ magnétique augmente. Ça, c'est correct. Si les lignes de champ magnétique sont parallèles dans une zone de l'espace, alors le champ B est uniforme, sa norme, sa direction, son sens sont identiques en tout point de cette zone. Ça, c'est aussi correct, parce que si jamais seulement la direction et le sens étaient identiques, la norme changeait, eh bien il y aurait un problème au niveau de la conservation du flux. Et à partir du moment où le sens ou la direction change, les lignes ne peuvent plus être parallèles puisque par définition elles sont tangentes au champ magnétique. Ok, donc ça c'était pour ce premier exercice. On va maintenant se déplacer sur le deuxième pour lequel on essaye de prendre les orientations correctes. Alors parmi ces orientations, on va repasser en rouge pour virer celles qui ne vont pas. Donc parmi ces orientations, vous avez que ici, votre courant électrique va dans ce sens-là, donc le champ devrait être vers la gauche, donc celui-ci, il ne va pas. Pour celui-ci, le courant électrique monte, donc le champ devrait s'enrouler dans ce sens-là, et donc pour la même raison, il ne fonctionne pas non plus. Enfin, celui-ci, quand vous avez le champ qui s'enroule autour du solénoïde dans cette direction-là, il devrait être lui aussi, d'après la position du pouce de ma main droite, vers la gauche, donc celui-ci ne fonctionne pas. Inversement, celui-là, le courant s'enroule, le champ magnétique est vers la droite, donc celui-là, il est bon. Celui-ci, le champ magnétique s'enroule comme ça, le courant est vers le haut, donc il est bon. Celui-là, le courant s'enroule et le champ magnétique est vers la droite, il est bon. Si je reprends juste celui-ci, que j'ai oublié dans un premier temps, étant donné que le courant est parallèle au champ magnétique, de toute façon ça ne peut pas marcher puisque le champ magnétique produit va toujours être produit perpendiculairement à la direction du courant. Voilà pour ces deux exercices. Donc pour le 4 et pour le 7, ceux-là ils vont être faits par Louis. Et donc il me reste le 6 avec la fameuse expérience d'Oersted à essayer de résoudre. Donc première chose pour l'expérience d'Oersted, c'est de se faire un bon petit dessin. Donc on a un fil, c'est l'exercice 6 avec Oersted. On a un fil qui s'oriente normalement, donc le fil est disposé tel que en l'absence de courant, l'aiguille soit parallèle au fil. Donc vous avez votre fil qui est comme ça, et puis vous avez votre aiguille qui est en dessous, comme ça, et qui est orientée dans la direction du nord. Par exemple, vous avez le nord géographique qui est par là. Donc vous avez votre aiguille qui est orientée comme ça quand i égale 0 au niveau du fil. Et on vous dit que lorsque on a une certaine intensité dans le courant, donc votre boussole va bouger dans ce sens-là, et pour une certaine intensité du courant, on veut avoir une déviation de 10 degrés, de 80 degrés, et on aimerait savoir quelle est l'intensité qu'il faut faire passer dans ce fil pour avoir une orientation, par exemple, de votre boussole dans ce sens. Donc là, la question c'est quelle est l'intensité du courant électrique nécessaire pour que ça tourne en angle. Alors,
il faut se dire que la raison pour laquelle la boussole s'oriente vers la droite, c'est parce que vous avez ici un champ magnétique qui est le champ magnétique terrestre. Et donc, au niveau de la boussole, vous imposez effectivement un champ magnétique terrestre. Quand vous avez en plus le fil électrique, donc là, le fil électrique va produire un champ magnétique qui aura toujours tendance à tourner. Donc là, j'imagine le fil au-dessus de ma boussole. Donc le champ magnétique dans le plan du fil va être dans ce sens-là. On va mettre une autre couleur. Donc le champ magnétique dans le flanc du fil va être dans ce sens-là. Voilà. Et votre boussole, elle est sensible à un B total qui va être la somme des deux. Donc B total qui est égal au champ créé par le fil plus le champ créé par la Terre. Et vous voyez que comme les deux sont perpendiculaires l'un à l'autre, vous avez que automatiquement, vous avez un triangle rectangle qui va se former à cet endroit-là. On va mettre en vert ici, vous avez un triangle rectangle qui est ici. Et donc, on a automatiquement que tangente alpha est égal à l'opposé, c'est-à-dire le champ créé par le fil en norme, divisé par le champ terrestre. Et comme le champ créé par le fil, on vous le donne, c'est mu0i sur 2πr, donc j'ai le mu0i sur 2πr, le champ terrestre, et donc il suffit de trouver le courant correspondant, ça va être 2πr b terrestre, fois tangente alpha, divisé par mu0. Alors quand on fait l'application numérique, effectivement, on va se rendre compte que les valeurs en fait peuvent être rapidement assez importantes, et on trouve que on a un courant de 0,71 ampères si θ ou alpha plutôt ici vaut 10 degrés. Donc un petit décalage de 10 degrés, il faut déjà racine de 2 ampères, enfin 1 sur racine de 2 ampères plus exactement, et vous trouvez 23 ampères si θ, si alpha est égal à 80 degrés. Donc en fait, vous avez plus ce décalage est important, plus vous devez imposer un courant important à l'intérieur de votre fil. Et comme l'exercice numéro 7 nous montre avec la correction de Louis, vous avez que pour avoir un champ dans la bobine de l'exercice 7 qui est de l'ordre de la dizaine de Tesla, il faut de la centaine de milliers d'ampères, et donc effectivement avoir des courants qui sont très 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 importants à chaque fois que vous voulez faire un système qui produit un champ relativement important. Pour cette expérience-là, un courant de quelques ampères suffit, donc c'est quelque chose qu'on peut assez facilement mettre en œuvre, mais voilà, il faut faire ça explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu tout de suite ces comportements, c'est parce que les courants qui devaient traverser ces fils devaient déjà être assez importants pour que ça fonctionne. Alors on peut à présent passer aux exercices de I2, en particulier de nouveau les exercices d'orientation. Donc première chose, sélectionner les orientations correctes. Alors là, tout tourne autour de la force de la place, donc du IDL vectoriel B qui donne une certaine force, ou IL vectoriel B quand on regarde sur un ensemble, sur un fil qui est bien droit. Là, quand on regarde ces deux-là, on peut tout de suite considérer que, donc ça c'est bon, là vous avez I qui est dans ce sens-là, B qui est dans le même sens, donc la force forcément devrait être nulle puisque le produit vectoriel est nul, donc cette orientation-là n'est pas possible. Pour la même raison, cette orientation-là n'est pas possible puisque en fait la force elle est nulle, et avoir une force qui est dans la même direction à la fois que I et B, c'est pas possible par produit vectoriel. Ensuite, si je regarde celui-là, I va par là, B est en train de rentrer comme ça, ce qui veut dire que la force F devrait aller dans l'autre sens.
Donc celui-là, il n'est pas bon non plus. Reste à voir celui-ci. Donc si j'ai I qui va vers vous, B qui va vers la droite, F devrait aller vers le haut. Donc il n'est pas bon non plus. Et finalement, normalement les deux autres devraient être bons. On va vérifier rapidement. I vers la droite, B vers vous, ça me donne une force vers le bas. Celui-là il marche. Et I vers vous, B vers la droite, ça me donne une force qui va vers le haut. Donc celui-ci fonctionne aussi. Donc ça nous fait un petit exercice qui est simplement de voir la définition correspondante pour les forces de la place. Alors ensuite, on en vient à l'ancienne définition légale de l'ampère, parce que ça, je vous rappelle que depuis cette année, ça a changé, mais dans le temps, depuis l'année dernière, la définition de l'ampère était la suivante. Vous preniez deux fils infinis qui étaient exactement distants de 1 mètre. Alors, la force qu'un fil exerce sur l'autre devait être de 2 10 puissance moins 7 newtons. Et il faudrait montrer que ça correspond et que c'est en accord avec ce qu'on connaît. On va le faire assez facilement. Donc, pour cet exercice 3, on prend donc deux fils qui sont infinis, qui sont distants d'une distance d, et qui sont chacun parcourus par un courant de 1 ampère, parce qu'il fallait que les deux fils soient parcourus par le même I qui valait 1 ampère. Bon, regardons une fois le champ magnétique créé par le fil 1 au niveau du fil 2. En norme, ce champ magnétique, il vaut mu0i sur 2πr avec r la distance au fil, donc 2πd. Donc ça nous permet d'avoir l'expression du champ, et j'aimerais bien avoir la force que 1 exerce sur 2, étant donné que celui-là tourne dans ce sens-là. Ça veut dire que le champ magnétique ici que 1 exerce sur 2, il est en train d'aller dans cette direction-là. Donc ça, c'est P de 1 sur 2. J'ai IDL vectoriel B, ce qui veut dire que la force qui va s'exercer sur ce bout de fil infini va être dans ce sens. Alors, bien sûr, ça va être une force par unité de longueur, parce que normalement la force F, c'est censé être égal à IL vectoriel B. Donc si je regarde en norme, la force de 1 sur 2, si je divise par l'unité de longueur, je prends un bout de fil correspondant, ça va être I fois la norme du vecteur directeur, on va dire K, vectoriel B. Les deux sont perpendiculaires, et c'est le B de 1 sur 2. Les deux sont perpendiculaires, donc je me retrouve simplement avec I norme de B de 1 sur 2, et donc avec du mu0 I carré sur 2πd. Bon, on a que mu0 est posé égal à 4π10-7. Donc, avec I qui vaut 1 ampère et D qui vaut 1 mètre, vous avez votre force. Il reste du 10-7, le pi simplifie avec celui-là, avec le 2, vous avez que votre force correspond à du 2-10-7 newton par mètre, en accord avec la définition. Alors bien sûr, cette définition était extrêmement difficile à mettre en œuvre de manière pratique, c'est bien pour ça qu'elle a été changée, pour la simple raison que un fil infini, ça n'existe pas, deux fils infinis, ça n'existe pas, les mettre exactement à 1 mètre l'un de l'autre, c'est mission impossible, et pour terminer, il va falloir un générateur qui vous fournisse exactement le même courant dans les deux fils, et que ces deux courants vaillent exactement du coup 1 ampère, ou du moins vous les ajustez jusqu'à ce que la force vaille de 10 puissance moins 7 newtons par mètre, ce qui est extrêmement difficile à mesurer. Bref, en pratique,
C'était pas vraiment l'expression qui était utilisée. Et donc maintenant, la nouvelle définition de l'ampère, telle que vous pouvez la trouver dans le cours de début d'année, la nouvelle définition de l'ampère permet normalement de simplifier tout ça. Il me reste à présent l'exercice 5 du TDI 2 et je vais rapidement refaire le petit schéma qui est indiqué sur le TD. Bien, alors on vous demande dans cet exercice de déterminer la direction du champ magnétique dans cette zone-là. Ce champ magnétique étant perpendiculaire, donc soit vers la feuille, soit vers vous. Donc dans quelle direction on doit le mettre pour que la force sur ce côté PQ s'exerce effectivement vers le bas? Alors, première chose, il faut voir que ici vous avez une pile, que votre pile va envoyer du courant qui aura tendance à tourner comme ça, et donc votre courant I va être dans cette direction-là. Si vous voulez que la force soit vers le bas, donc ça c'est le troisième doigt, c'est votre force, le I est par là, le troisième doigt est vers le bas, vous voyez qu'il n'y a pas le choix, l'index doit forcément pointer dans la feuille pour avoir votre champ magnétique. Donc ça nous fait une première force vers le bas. Bon, pour la deuxième question, on vous dit qu'en fait le cadre il est carré. Alors, c'est vrai que mon carré n'est pas très carré, mais là on a A, et puis là on trouve A aussi, et on veut essayer de calculer la norme de la force qui s'exerce sur chacun des côtés. Donc on peut calculer F sur le côté PQ en norme, ça sera simplement I norme de PQ fois norme de B. Et étant donné qu'on vous donne la valeur de I à 2 ampères, que PQ c'est 10 cm et que le B c'est 0,4 Tesla, on se retrouve avec du 0,8 divisé par 10, donc du 0,08 Newton sur PQ. Si je regarde sur NP, cette fois-ci, en norme, il y aurait deux parties de la force qui s'exerce en haut et la force qui s'exerce en dessous. Ces deux parties, étant donné que le courant est par là, que le champ magnétique est dans ce sens-là, ça veut dire que la force va être vers la droite. Donc ça, c'est la force sur NP. Alors cette force sera 2 fois plus faible que la force sur PQ, tout simplement parce que la partie qui est effectivement plongée dans le champ magnétique va être 2 fois plus faible, donc j'aurai du I fois du A sur 2 fois B, et donc ça me donnera du 0,04 Newton, et la force qui va être sur QM, pour la même raison, en norme, va être égale à la force sur NP, c'est-à-dire du 0,04 Newton, puisqu'il n'y a que la moitié qui est effectivement plongée, et vous allez avoir votre force par contre qui est dans l'autre sens, parce que quand vous avez I qui monte, B qui est toujours planté dans la feuille, vous avez une force qui va aller vers la gauche, donc ça correspond à cette force sur QM, qui est 2 fois plus faible. Alors, ça me donne l'aspect force qui s'exerce. Vous voyez que votre cadre a tendance à être tiré globalement vers le bas, puisque sur les côtés, ça se compense. Et il y a aussi l'aspect électrique correspondant. Donc on vous dit que cette pile a une force électromotrice de 12 volts et une résistance interne petit r de 2 ohms. Et on vous dit que le courant qui circule vaut 2 ampères. Donc on va essayer de déterminer, étant donné mon circuit équivalent, vous redessinez ça en termes de circuit équivalent. Vous avez votre pile qui est équivalente à ce générateur de Thévenin et le reste de votre circuit qui est équivalent à une résistance grand R. C'est pas très difficile de voir que ici vous avez le courant. Et donc si j'écris la loi d'Emaille, j'ai E égale la tension aux bornes de cette petite résistance par là, plus la tension aux bornes de l'autre résistance par là. Et donc, je peux isoler grand R, puisque grand R, ça va être E sur I
moins petit r. Donc j'ai du 12 volts divisé par 2 moins 2, donc ça me fait du 6 moins 2, ce qui fait du 4 ohms pour la résistance. Et voilà pour ce petit exercice.